Bien, donc nous allons démarrer cette soirée sur le thème de la sécurité, un thème important qui n'a pas été spécialement traité par nos adversaires. Je crois qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet, un sujet qui a une ampleur beaucoup plus grande que celle qu'on a l'habitude de lui donner. Il faut bien comprendre que la sécurité est un sujet qui à la fois touche notre tranquillité publique à tous, touche à la qualité de vie de tous les jours, qui a un scope qui est d'ailleurs large, qui va donc tout simplement des problèmes de circulation jusqu'à des problèmes d'émeute, comme on a pu en voir il y a peu encore sur le plateau. Donc c'est des choses qui sont importantes pour nous, qui sont importantes et qui ont une importance également par rapport aux enjeux même, par exemple, de développement économique, des enjeux d'attirer des populations par rapport à l'image de notre ville. Et c'est vrai que l'image de notre ville souffre de ça. Aujourd'hui, Vénissieux, c'est une ville qui est marquée par ce sujet. On parle de Vénissieux, j'allais dire, dans le monde entier. Et on en parle parce que, justement, il y a notamment eu ces soucis qu'il y a pu y avoir dans le passé, et puis qui perdurent encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui nuit au dynamisme de notre ville, qui nuit à notre tranquillité, et donc c'est un sujet qui ne peut pas être mis de côté. En même temps, ce sujet, je crois qu'il ne doit pas être traité à la légère. Les solutions simples ne sont rarement efficaces dans les cas où les sujets sont complexes. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui a des ramifications, qui a des difficultés. Si on veut le traiter de façon simple, par exemple, simplement, quand on entend souvent dire il n'y a qu'à envoyer l'armée, il n'y a qu'à envoyer des forces de l'ordre, machin, etc. C'est pas comme ça, à mon avis, que l'on peut régler le problème. Il faut attacher à ce sujet vraiment une vision moderne. Et en même temps, nous avons été très ambitieux. Je vous rappelle les termes de notre projet. Sur notre projet, nous rappelons que nous avons une conviction, c'est qu'on a une baisse massive de la délinquance qui est possible, à condition de disposer des moyens nécessaires à une juste fermeté et à la mise en place de politiques socio-éducatives responsables. Maintenant, on a mis également une ambition. Et cette ambition, elle est forte, mais elle est réalisable. Nous avons comme ambition d'inscrire Vénissieux dans la liste des villes enregistrant une baisse record de la délinquance en France, en traitant le problème dans sa globalité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'engagement qui est derrière ça, mais c'est très important. Et en même temps, c'est l'engagement qui s'intègre vraiment dans l'ensemble du programme. Voilà. C'était pour poser le problème. Nous sommes à J-5 des élections. Il y a vraiment, encore une fois, de forts enjeux. Nous avons préparé des choses, nous avons travaillé depuis 8 ans pour amener à ce projet. Nous avons préparé également et nous avons fait entendre et prendre conscience d'un certain nombre de choses pour que les électeurs fassent un choix qui soit un choix libre et intelligent. Et aujourd'hui, eh bien, on en est donc à la dernière ligne droite, avant donc d'en remettre tout ça au choix des électeurs, au choix des Vénitiens. C'est eux qui feront le choix et c'est eux qui auront à décider de leur avenir. Voilà. Par rapport à ce débat, François-Nicolas Delincourt va nous aider dans l'animation de ce débat, ancien journaliste. Il est avec nous et il va nous présenter également, bien sûr, la soirée. Merci Christophe, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que c'est toujours bizarre quand on dit ancien journaliste, parce qu'on est journaliste, on l'est un petit peu toute sa vie, mais c'est vrai que de fait je n'exerce plus, en tout cas en ce moment, ce métier, et je fais partie de l'équipe de Christophe pour aider sur des questions de presse justement et de communication. Voilà, on a souhaité aussi que cette soirée soit un petit peu vivante, donc on va pas procéder forcément par des interventions de chacun pendant X temps, mais on va essayer de faire des questions-réponses. Et puis éventuellement aussi, on vous donnera la parole ensuite pour que vous puissiez poser des questions à nos intervenants. On va tout d'abord converser avec Patrice Schoendorf, qui est ici. Patrice Schoendorf qui s'est engagé donc aux côtés de Christophe. Et Patrice Schoendorf, il a
il a un parcours tout à fait passionnant qu'on va essayer de vous raconter, puisqu'il est donc médecin psychiatre, criminologue, et donc il va intervenir auprès de Christophe sur toutes ces questions de sécurité. Et peut-être Patrice, pour que voilà, les gens, les colistiers de Christophe te connaissent davantage, même si bien sûr il y en a certains que tu connais déjà bien, donne-nous tout d'abord peut-être en 2-3 mots ton parcours professionnel, et puis tu nous dises ensuite qu'est-ce qui a fondé ton engagement auprès de Christophe. Je vais commencer par la fin. En fait, ce que j'apprécie dans le programme de Christophe Girard, c'est la question du bon sens. Alors il se trouve que lorsque j'ai passé ma thèse il y a un certain temps, je ne sais pas dire combien de temps, j'avais conclu, c'est-à-dire plus ou moins plus au jury, enfin certains du jury, j'avais dit que la psychiatrie le psychiatre devait être quelqu'un qui était un homme de bon sens. Voilà. Je pense que le bon sens, c'est important, et je pense qu'en matière de sécurité, bien évidemment, alors mon parcours, je ne sais pas ce que je peux en dire, simplement, effectivement, moi j'ai fait des études je suis lyonnais, au départ, j'ai fait des études de psychiatrie et ensuite de médecine légale. La médecine légale, ce n'est pas que la science, ça ne s'intéresse pas qu'aux morts, ça s'intéresse à la médecine légale, ça s'intéresse également aux vivants. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une tradition à Lyon où, effectivement, il y a une tradition en matière de criminologie, et la plupart des criminologues, c'est comme ça qu'on les appelle, ont une formation en général à la fois en matière de psychiatrie, de psychologie et de médecine légale, en tout cas à Lyon. Voilà, donc actuellement, j'ai une activité hospitalière, je travaille au CHU à Lyon, je m'occupe, si vous voulez, je suis référent pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la réassignation, ça fait peur à certains, la réassignation hormono-chirurgicale, c'est-à-dire tout ce qui concerne la question du transsexualisme, et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui de plus en plus veulent changer de genre et de sexe, donc ça pose un certain nombre de problèmes, et c'est la raison pour laquelle on a décidé que l'Hospice de Lyon, qu'il fallait un médecin légiste pour gérer un peu cela. Et puis par ailleurs j'ai une activité médico-légale pure, hein, puisque je participe aux astreintes de médecine légale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les découvertes, découverte des cadavres, etc. Et également tout ce qui concerne la prise en charge des personnes qui sont soit victimes d'agressions, voire d'agressions sexuelles. Il y en a beaucoup sur la région. J'ai une activité également libérale, de psychiatrie classique. Et puis, pour être bref, hein, je travaille à la faculté où j'ai créé un diplôme de psychocriminalistique. Qui est un diplôme qui consiste, si vous voulez, à donner des outils pratiques en matière concernant les dernières techniques en matière de psychologie à des personnes professionnelles, des enquêteurs, des magistrats, éventuellement des avocats, des policiers, des médecins. Voilà, donc c'est une branche de la criminologie qui est assez, j'espère, moderne. Depuis longtemps, Patrice, tu t'intéresses aussi à ces questions de sécurité, voilà, qui sont en lien avec évidemment tout ton parcours et ton métier, et tu as notamment aussi eu des expériences à l'étranger, notamment aux États-Unis. Intéressant, tu peux aussi nous en dire deux mots? Oui, alors j'ai commencé, j'ai été interne assez longtemps aux prisons de Lyon, les prisons de Lyon qui maintenant ont été déménagées, puisque les prisons actuellement se trouve, la plus grande à Corba, il y a deux établissements aussi à Saint-Quentin-Fallavier, puis la prison pour les mineurs. Voilà, j'étais donc les yeux, j'étais avec le docteur Lamotte, si certains connaissent le docteur Lamotte. Et puis ensuite, effectivement, j'ai une activité outre-mer pendant 7 ans, où effectivement j'ai beaucoup de patients qui étaient confrontés à des problèmes de toxicomanie, parce qu'il faut savoir qu'outre-mer, il n'y a pas que les plages et les cocotiers, il y a également des problèmes très importants en matière de santé mentale, et notamment de toxicomanie, avec des problèmes avec le crack notamment. Il n'y a pas trop de crack pour l'instant en France, et de cocaïne. Voilà, et puis, effectivement, il y a
2 ans, j'étais donc invité par le gouvernement des États-Unis pour aller faire un stage qui était centré sur les problèmes de sécurité et de profilage, puisque bon, j'ai pu visiter un certain nombre de commissariats à New York et puis également à Washington, et rencontrer un certain nombre d'agents spéciaux, notamment des agents du FBI. Voilà, donc eux s'intéressant notamment au petit diplôme qu'on avait créé sur Lyon. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est intéressant parce que tu as une expérience internationale et peut-être qu'en t'écoutant comme ça, on peut se dire, mais tiens, mais quel est le lien avec ce qui peut se passer à Vénissieux? Au contraire, je crois que c'est très lié. C'est-à-dire que tu as retiré de toutes ces expériences peut-être des concepts, une approche de la sécurité dont on va parler en détail, qui peut s'appliquer à des villes comme Vénissieux. Oui, notamment, je pense que les Américains ont été confrontés ou sont confrontés à des problèmes très importants de sécurité publique, notamment à New York. Mais à New York, il y a eu une amélioration, enfin, il y a des efforts très importants qui ont été consentis ces 10 dernières années avec des résultats très nets. Et concernant la police new-yorkaise, c'est une police municipale, je pense qu'il y a des éléments. C'est vrai qu'en France, les choses sont différentes, mais enfin, il y a quand même des éléments, des expériences américaines dont on peut peut-être s'inspirer à certains égards. Alors on reparlera de ça pendant la soirée. Peut-être on va commencer, Christophe, à poser un petit peu le cadre, le débat autour de la police municipale et de ses missions. Parce que c'est vrai que souvent, entre la police nationale, entre la police municipale, parfois on s'y perd, les gens ne savent pas très bien qui fait quoi. Donc il est peut-être utile de nous rappeler quelles sont les missions précises de la police municipale. Oui, donc c'est vrai que, encore une fois, ce problème de la sécurité se traite, comme je l'ai dit en introduction, de façon avec deux dimensions importantes. La première, c'est une vraie fermeté. Et cette fermeté, on le voit bien sur le terrain, elle est demandée. Donc elle passera par une police municipale qui soit efficace, qui soit solide, qui soit sûre d'elle, et qui ait des moyens, qui soit à même de faire et exécuter ses missions. Ces missions, on va voir qu'elles sont très larges. Mais je tiens dès à présent, on en reparlera bien sûr dans la suite du débat, dès à présent bien préciser que le problème de la sécurité à Vénissieux ne se limitera pas à la répression. Ce n'est pas uniquement un problème donc, de fermeté, il y a derrière aussi tout un ensemble de choses qui n'ont pas été faites par la municipalité précédente, la municipalité sortante, qui ont conduit à la fois, donc, par un certain côté, au laxisme, mais qui ont conduit également à des problèmes au niveau de la vie associative, de la vie même sportive, de tout ce qui était proposé par exemple aux jeunes, tous les problèmes liés à l'emploi, tous les problèmes, en fait, vous pouvez reprendre l'ensemble des points, et volontairement, vous verrez que le programme que nous avons, le point de la sécurité, le point 9, c'est pas qu'il vient en dernier au sens où il ne nous intéresse pas, c'est qu'il vient en dernier parce qu'en fait, il y a, encore une fois, une obligation de bien prendre en compte l'ensemble de la problématique des jeunes et moins jeunes qu'il y a sur la ville, et ça commence par l'efficacité municipale, ça passe par l'emploi, ça passe par l'énergie de la vie associative qui est aujourd'hui complètement écrasée, ça passe bien sûr aussi par des notions d'urbanisme. On voit bien qu'aujourd'hui on est en train de revenir à un urbanisme où on est en train de manger tous les espaces verts pour mettre du béton. Il faut réfléchir aussi à cette dimension-là. Bon, je veux dire, on parle de commerce de proximité. Le commerce de proximité, c'est également un sujet qui est un élément qui joue son rôle dans la sécurité de la ville, puisqu'en fait, ça veut dire qu'il y a de la vie, il y a de la présence, etc. Le soutien aux familles, ça va sans le dire. Voilà. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là sont bien à prendre en compte, et c'est très important de ne pas considérer le problème de la sécurité uniquement sous l'angle de la fermeté. Il y a les deux volets, et c'est très important. Et si notre ville souffre à ce niveau-là, c'est parce que ni l'un ni l'autre n'ont été pris en compte jusqu'à aujourd'hui de façon efficace. Voilà. Sur la police municipale, effectivement, donc la police municipale, en fait, c'est encore une fois, il faut bien comprendre que c'est une police qui est sous les ordres du maire. Donc à ce titre-là, l'équipe sortante, comme nous aurons gagné,
nous serons responsables, et j'estime aujourd'hui que j'aurai, moi, à assumer pleinement, en tant que maire et donc en tant que premier magistrat, mon rôle donc de ma fonction d'officier de police judiciaire. Et à ce titre-là, j'aurai avec une concertation bien sûr avec les autres services de l'État, et avec les autorités judiciaires, avec tout ce qui se fait avec tous par exemple les bailleurs sociaux, tous les participants qui ont un rôle à jouer par rapport à la sécurité, bien sûr, mais encore une fois, il y a une responsabilité du maire, et celle-là, je l'assumerai. Et par ailleurs, il faut que cette police municipale soit vraiment capable et ait les moyens d'agir et soit... voilà. Donc, cette police municipale, il faut la renforcer. Il est intéressant de voir que la loi a changé, que les choses ont évolué. Une police municipale, c'est pas une police qui s'occupe uniquement des petits problèmes. Je vous donne lecture en fait des différents éléments aujourd'hui sur lesquels une police d'intervention, une police municipale d'intervention est capable d'agir. Vous allez voir que ça peut aller loin. Donc ça agit sur les aspects de la violence urbaine, donc avec les primo-intervenants, les troubles à l'ordre public, la patrouille intensive sur les lieux où la population rencontre des phénomènes de mendicité agressive, raquettes, surveillance des abords des établissements scolaires, prévention des agressions, trafic de drogue, donc là, il y a renseignement en direction donc, du commissariat de police nationale, surveillance auprès des commerces qui génèrent donc, de l'insécurité permanente, surveillance des commerces du centre-ville et des centres commerciaux, donc avec les notions de vol à main armée, de voleurs, donc, de raquettes, etc. Les infractions au code de la route, bien sûr, les attroupements hostiles, l'ivresse publique et manifeste, le tapage diurne et nocturne, les différents familiaux et voisinage. Vous voyez que on est vraiment sur un champ de compétences qui est large, beaucoup plus large qu'on ne le pense habituellement, et donc avec aussi donc, tout ce qui est de la prévention et de la surveillance. Donc là, vous avez... bon, et puis bien sûr, pendant le dernier point, j'ai oublié, donc c'est des interventions en renfort de la police nationale, donc pour toutes les missions de police de secours ou autres. Voilà. Donc vous avez une police municipale qui peut avoir vraiment un rôle efficace, qui est sous la responsabilité du maire, et pour ça, il faut aussi qu'elle soit dotée de moyens qui lui permettent d'asseoir cette autorité. Alors, le premier moyen, eh bien, c'est déjà d'avoir une police qui soit armée, qui soit formée pour ça, et ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va aller ni vers une police avec des cow-boys, comme ça se voit trop souvent, ni avec des animateurs de rue. On a une police qui doit être une police de service. Je rappelle que, et j'allais dire, moi, en tant que maire, je prendrais vraiment cette orientation, puisqu'on a cette liberté-là, j'allais dire. Alors, ça déplaira certainement aux spécialistes que je parle comme ça, mais vous avez tous connaissance de l'approche des gendarmes. La gendarmerie est une approche à la fois où vous êtes dans votre rôle, vous êtes là pour faire appliquer la loi, pour faire que les choses se passent, et en même temps dans une vraie dimension de service. La population a toujours apprécié, et quand il y en avait sur le plateau des Maguettes, notamment, quand on n'avait pas très loin d'ici, ce qui aujourd'hui le centre Roger Vaillant était une gendarmerie, eh bien les gens appréciaient ce contact-là, parce que le gendarme a ce côté à la fois vraiment avec cette dimension de service et en même temps de fermeté, de droiture. Voilà. Et ça, eh bien c'est l'état d'esprit qu'on voudra donner, et cet état d'esprit, il se donne à la fois parce que ces gens-là auront la compétence, ils ont formé pour cela, et ils seront en même temps avec des moyens qui leur permettront de pouvoir agir. Voilà. Donc ça c'est très important, ça va loin aussi, puisque ça veut dire aussi qu'il faut que cette police municipale soit présente 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça veut dire aussi qu'on arrête avec ce truc qui a été mis en place, qui était nécessaire pour M. Jorin en premier et puis pour tout le monde derrière, qui est le top. Vous savez, c'est le numéro auquel vous appelez pour qu'on vous dise qu'il faut appeler la police nationale, encore s'il y a quelqu'un... Bon, voilà, ce dispositif n'a jamais vraiment fonctionné. Les Vénitiens en sont très conscients, donc il ne s'agit pas, ne vous inquiétez pas, les personnels en question ne seront pas jetés à la rue. Il y a, aujourd'hui, ce personnel d'ailleurs a été municipalisé, donc ça fera partie du point 1 de notre programme, c'est-à-dire le redéploiement d'un certain nombre de fonctionnaires qui auront aujourd'hui, à qui on va faire tout un travail
niveau des ressources humaines, j'allais dire, par rapport à leurs compétences, par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, et par rapport à ce qu'ils sont capables, sur quoi on peut les faire monter en compétences, et on aura une réorganisation de la mairie, et ça rentrera dans cette réorganisation. Voilà. Donc, c'est une police municipale, donc ça veut dire que ça va être un effort particulier. Cet effort, il n'y a pas de... il faut le faire, et on le fera, pour avoir donc une police qui soit, encore une fois, capable de fermeté, et en même temps qu'il soit avec cette vraie dimension de service. Je vous rappelle une chose, et souvent je prends l'exemple du gendarme pour expliquer la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est que quand vous avez un gendarme qui vous met un PV, il a le pouvoir de vous le mettre, c'est une chose. C'en est une autre quand ce gendarme, vous le connaissez, que ce gendarme vous a apporté de l'aide un jour où vous en aviez besoin, ou vous savez qu'il a sauvé Madame Duchemol qui était en train de se jeter par-dessus le pont et qu'il a eu le mot juste pour la faire revenir du bon côté, qu'au besoin il s'est jeté à l'eau pour sauver un enfant ou tout simplement même une vache qui s'était en train de se noyer, et bien voilà, il s'est mis au service, et à ce moment-là, vous lui reconnaissez ce qu'on appelle l'autorité. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est vrai, encore une fois, donc pour le gendarme, et qui est vrai donc pour le policier municipal, et puis aussi, et j'en profite au passage pour vous dire, que c'est aussi ce qui manque le plus aujourd'hui à gauche comme à droite. Ce qui manque le plus, c'est que les politiques soient au service, parce que s'ils sont au service, à ce moment-là, on leur reconnaît une autorité, c'est-à-dire une capacité à nous aider, à grandir, à développer, à faire les choses. Et à ce moment-là, vous avez cette autorité, et cette autorité manque aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau national, mais elle manque aussi au niveau municipal, et ça fait partie de nos engagements et notre vision de l'engagement politique. J'ai pas vu beaucoup de vaches à l'initieux, mais bon. Non, mais je parlais de... Non, mais Patrice, sur les... C'est vrai que je pense qu'il y a une évolution. Hein. Au départ, on imagine plutôt des personnes des gens qui nous posent des PV parce qu'on est dans un stationnement qui est illicite. Je crois qu'il faut faire évoluer cette idée-là au niveau de la police, il faut faire évoluer l'idée de ses missions, et je pense que le professionnalisme, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc je pense que l'idée, en effet, de s'inspirer de la façon dont les gendarmes exercent leur mission est peut-être pas mal. Hein. Et en ce sens, au niveau du... Enfin, je ne sais pas quels seront des choix, mais c'est vrai que ça me semble quand même intéressant de peut-être s'appuyer sur l'expérience de certains professionnels en gendarmerie, par exemple. Alors, je voulais simplement quand même, parce qu'on parle de sécurité depuis une demi-heure environ, c'est son côté scientifique, finalement, on n'a pas défini ce que c'était que la sécurité. Donc, on parle de quelque chose qu'on n'a pas défini. Alors, bon, juste un petit focus. Alors, la sécurité, c'est quoi, finalement? La sécurité, c'est une situation qui présente le minimum de risque pour un individu. Et psychologiquement, psychiquement, c'est l'état d'esprit, hein, parce qu'il y a une dimension psychologique évidente. Psychiquement, c'est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et en confiance. Alors, donc, à partir du moment où les citoyens ne se sentent plus en confiance et ne se sentent plus tranquilles, on peut dire qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est objectif ou pas, mais finalement, c'est un concept qui est à la fois objectif et un peu, pas forcément non plus totalement rationnel. C'est le sentiment d'être à l'abri de tout danger et tout risque. Donc, je voulais quand même le rappeler, ça peut être un peu pédagogue, enfin tant pis, après tout. Voilà. C'est important parce que je crois que la sécurité, c'est à la fois des faits, puis c'est aussi une perception et un ressenti. Enfin, on le dit souvent d'ailleurs, hein, voilà, il y a des gens. Voilà, est-ce qu'on se sent en sécurité? Je ne veux pas dire on peut être en sécurité, mais pas se sentir en sécurité. Donc il faut faire le distinguo. Oui, parce qu'à partir du moment où on ne se sent plus en sécurité, on peut aussi adopter des comportements complètement aberrants. Il y a quelques semaines, Jean-Mag avait fait d'ailleurs tout un dossier sur le sentiment d'insécurité dans la région lyonnaise, donc on l'a interviewé, et la question c'était pourquoi les gens s'arment-ils aujourd'hui? Et c'est vrai que, alors je ne sais pas si les gens s'arment, mais c'est vrai que les personnes modifient leur comportement. Par exemple, moi j'en accompagne très proche,
tous les gens à 19h, dès que la nuit est tombée, ferment leurs volets, etc. Enfin, se claquent-murs chez eux. Ce sont des comportements qui n'existaient pas forcément il y a quelques années. Hein. Et plus les systèmes de sécurité, etc. La peur du cambriolage. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie des missions de la République que de rétablir le sentiment de sécurité et de tranquillité. Alors, tu voulais parler du GIGN, Christophe? Aussi, il y a un autre élément qui, je crois qu'il est important de prendre pour bien se rendre compte avec cette notion d'autorité que j'ai évoquée juste avant. Je crois qu'il faut avoir conscience aussi que le jeune, ou le moins jeune, mais encore une fois celui qui commet des actes de délinquance, se nuit à lui en premier. Il faut bien comprendre qu'un jeune qui part, ou alors carrément sous les déviances de la drogue ou d'autres choses, se nuit et il ne construit pas son avenir. Comment pourra-t-il être un bon père de famille? Comment pourra-t-il bien exercer son métier s'il a pris des habitudes et qu'il n'est pas dans le respect? Et ça, c'est quelque chose qui est très très important parce que ça nous donne aussi cette autorité. C'est-à-dire que quand moi je me sens à même d'être extrêmement exigeant sur ce sujet-là, parce que c'est aussi de nature à sauver la personne qu'on va empêcher de commettre l'acte. Et ça fait partie de l'acte délictueux. Et c'est là, ça fait partie aussi de cette façon, cette approche de la sécurité qui va pouvoir nous donner une réelle autorité parce qu'on le fait pour le bien-être de celui qu'on va empêcher de le faire. Et ça, c'est important de le penser. C'est une façon de voir, encore une fois, c'est une façon d'approcher cette sécurité. Et je crois que c'est très important. Il ne s'agit pas d'excuser. Pas du tout. Au contraire, puisque ce laxisme va nuire aux jeunes en question, ou aux moins jeunes, encore une fois. Donc, il faut vraiment avoir cette vision-là, et c'est pas négligeable, parce que et ça fait partie des choses, ça fera partie des mots d'ordre vis-à-vis de cette police municipale. Donc, voilà. L'autre point aussi, c'est que cette tranquillité publique, elle joue aussi, parce que j'ai pris des engagements aujourd'hui sur le fait que nous allons faire du développement économique dans cette ville, qui mérite tout à fait, qui a tout à fait les capacités, qui a un potentiel extraordinaire, et on a vraiment des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir faire du développement économique. Déjà, un certain nombre d'actions sont en cours, on a déjà des résultats qui commencent à venir avant même d'avoir gagné les élections, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faisables, mais c'est sûr que si la réputation de Vénissieux est une réputation détestable parce qu'on n'y est pas en sécurité, ça va être difficile d'amener des patrons, etc., etc. Imaginez qu'on fasse visiter pour une nouvelle entreprise qui viendrait s'installer, parce qu'on aurait trouvé des gens, des belles entreprises, comme on a aujourd'hui en point de vue, eh bien, vous imaginez bien que la personne qui viendrait pour s'installer, si la veille, il y a eu des gros problèmes, etc., eh bien, il va dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai une image à soigner, j'ai pas envie de coller mon nom avec une ville qui ne tient pas la route, donc je m'en vais, je vais ailleurs. C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est ce à quoi nous devons mettre fin. Voilà. Effectivement, je voulais parler de ce qu'on a parlé des gendarmes. Je crois qu'il ne faudra pas que l'on hésite, donc ça, vous savez, on ne peut pas le faire avant d'avoir gagné les élections, donc ça, il reste encore le travail des électeurs, de chacun d'entre vous, pour pouvoir justement générer en fait ce vote en notre faveur, et je crois qu'il est très bien parti, mais dès que nous serons en position d'exercer le pouvoir à Vénissieux, nous rechercherons des compétences, et notamment, je pense qu'on a des gens qui sont des passionnés de sécurité et avec ce sens humain très important, et que l'on les trouve notamment au GIGN. On peut très bien imaginer avoir un chef de la police municipale qui vient de GIGN, c'est quelque chose, on a des contacts, on a des gens qui sont forts pour déjà des carnets d'adresses intéressants, et on trouvera des gens passionnés qui le feront avec humanisme et sens vraiment de la responsabilité et du terrain, sens de... Voilà. Et ça, c'est faisable, à condition, encore une fois, d'en montrer la volonté. C'est sûr qu'une personne de cette qualité-là ne viendra pas sur Vénissieux si elle sent que le maire ne tient pas la route, ne le suivra pas, ira tourner par derrière, ne tiendra pas n'aura pas le courage d'assumer cette responsabilité qu'a le maire par rapport à cette sécurité. Le groupe d'intervention de gendarmerie mobile. Christophe Gérard nous fait un peu l'avocat du diable. Ils sont pas mauvais, hein, parce que voilà, officiellement, d'après le ministère de l'Intérieur, la délinquance a baissé de 2% à Vénissieux en 2013.
Je rappelle que Vénissieux est aussi une ZSP, zone de sécurité prioritaire déclarée par l'État. Ça veut dire que normalement on met des moyens supplémentaires pour lutter contre l'insécurité. Donc 2% en moins à Vénissieux, notamment à 1,5% dans le quartier des Minguettes. Donc baisse de la délinquance. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bien sûr, une baisse. C'est sûr que quand 1,5%, c'est bien. C'est bien d'avoir réussi ça. Maintenant, est-ce que c'est... Vous savez, quand vous partez de haut, 1,5%, ça fait rien. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à avoir ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on veut une baisse record de la délinquance en France. C'est-à-dire que, quand je dis en France, c'est qu'on soit reconnu que Vénissieux soit dans la liste des villes qui enregistrent une baisse record de la délinquance en France. C'est-à-dire que vraiment, ce soit significatif. Et puis, j'allais dire tout simplement, ce que a décrit Patrice tout à l'heure, c'est que les gens se sentent réellement en sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est pas avec des baisses de 1,2% qu'on y arrivera, c'est avec des baisses drastiques. Je rappelle par exemple que nous avons eu, lors de notre précédent meeting, la venue d'un maire assez intéressant et assez symptomatique par rapport à tout ça. C'est donc Stéphane Baudet, donc maire de Courcouronnes, qui enregistre une baisse de 70% de la délinquance. Voilà. Et comment il a fait cette baisse? Eh bien, écoutez, il se trouve que tout ce qu'on vient de vous dire, eh bien, c'est comme ça qu'il l'a mis en place. C'est-à-dire que c'est à la fois en associant la fermeté et donc une vraie politique socio-éducative avec le fait de tirer les jeunes vers le haut. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, je tiens à rappeler un élément qui est important. Un jeune qui est bien dans sa peau aura beaucoup moins de tendance à tomber dans des actes délictueux. Pourquoi? Parce qu'il est fort, il est bien dans son encore une fois, j'allais dire même dans son corps. Hein, un jeune qui, on sait bien que plus un jeune est, je veux dire, est fort, mais je veux dire même physiquement, plus il va être calme. Parce qu'il est tranquille, il sait qu'il n'a rien à craindre, donc il se sent en sécurité. Quelqu'un qui est dans la position de faiblesse est très souvent très agressif et peut devenir même dangereux, simplement parce qu'il se sent faible et qu'il se sent donc il a peur. Donc, vous voyez comme quoi, je veux dire même, et ça j'en parlais récemment avec un responsable de club sportif au niveau de la boxe, eh bien c'est sûr qu'il me disait que les jeunes, ils ont normalement formé à la boxe, ils deviendraient dangereux, j'allais dire, parce qu'ils ont une capacité, une force et un savoir-faire qui pourrait faire d'eux des super, entre guillemets, délinquants, ou en tout cas, quand ils se mettraient à cogner, ça ferait très mal. Eh bien non, c'est le contraire qu'on observe, c'est qu'étant forts, ils sont calmes, et ils réservent leur coup, j'allais dire, pour le ring, et pas pour eux. Voilà. Ça, ces éléments-là sont très importants. Donc aujourd'hui, il est important de bien avoir cette vision-là, encore une fois, un jeune bien dans sa peau, un jeune qui sait qu'il est avec une perspective d'avenir aussi. Parce qu'il est certain qu'un jeune qui n'a pas de perspective d'avenir, qu'est-ce qu'il a? Finalement, quels sont ses risques? Aucun, il a tout à... Je veux dire, quelque part, c'est même son dernier acte d'héroïsme, c'est de faire de la délinquance. Bon. Donc aujourd'hui, encore une fois, je reprends, la sécurité, c'est le point 9, parce que derrière, il y a 8 points avant qui traitent de ce qu'il faut faire pour pouvoir générer chez cette jeunesse ce sentiment de valorisation, d'existence, de savoir qu'il y a quelque chose à faire dans l'avenir, etc. Je crois que ça paraît comme ça un peu anecdotique, mais je crois que pour toi d'ailleurs c'est très important. Mais peut-être que voilà, distinguons un peu toutes ces formes de délinquance. Et la question qui vient, voilà, c'est si tu es maire demain, parce que personne ne doute ici, voilà, qu'est-ce que tu mettras en œuvre en arrivant dans ce domaine-là pour lutter contre les agressions, contre les cambriolages, contre les incivilités? Sur les premiers points, effectivement, là, on a été clair, mais c'est vrai que sur la notion d'incivilité, sur la notion également, j'allais dire, ça amuse quelques-uns dans l'équipe quand je parle de ça, mais c'est de tonus corporels, c'est-à-dire que vous avez des gens aujourd'hui, quand vous êtes à Pachy, quand vous êtes dans une position, c'est que quelque part vous n'avez pas ce cœur, cette volonté de faire les choses, quelque part c'est l'instinct de vie qui est éteint. On parle de sécurité routière, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez constater dans l'ensemble de Vénissieux, des jeunes qui roulent sans casque. Je suis désolé, mais si on tient à la vie, moi je suis motard, je sais ce que c'est, vous prenez le même jeune là, sans rien, sans qu'il y ait personne qui lui ait fait quoi que ce soit, simplement il se retourne parce qu'un copain l'a sifflé,
il se retourne, il se prend un trottoir, la tête explose. Voilà, c'est ça le problème. Je pense que là, voir ce qu'on voit aujourd'hui sur le plateau, c'est inadmissible. Voir des rodéos en roue arrière dans les parcs, là où les enfants devraient se promener, c'est inadmissible. Et ça, c'est inadmissible pour tout le monde, c'est la sécurité, mais là on parle de la vie, du respect du prochain, et ça c'est des choses, aujourd'hui, on est en plein laxisme. Alors qu'on vienne me dire les baisses de la délinquance, eh bien tout ça, c'est peut-être pas de la délinquance au sens du vol, du cambriolage, comme on le dit, etc., mais c'est aussi, c'est extrêmement grave, parce que c'est un manque de respect, un manque j'allais dire, de respect de la vie. Vous avez, quand vous avez, on voit un jeune qui roule sans casque, c'est un suicidaire. Voilà. Eh bien, est-ce que c'est normal que dans une ville, on ait des jeunes qui, à 16 ans, soient suicidaires? Non. Eh bien, il y a une sensibilisation à avoir, il y a un ensemble de choses. Et ça, c'est des choses qui passeront également, je le redis, par l'autorité. Aujourd'hui, je rappelle que M. Jorin, quand il montait sur le plateau du Maquette, après 26 ans de pouvoir, se faisait caillasser. Si c'est ça que vous appelez l'autorité, eh bien, on est mal paré. Aujourd'hui, c'est la même chose avec un Picard, donc on n'a pas, il n'y a pas cette autorité. Pourquoi? Parce que personne ne reconnaît cette volonté de servir la ville, pour faire grandir. Je peux vous dire que Stéphane Baudet, quand il est dans sa ville, s'il y a un problème dans une salle, il peut très bien débarquer dans la salle en tant que maire, on le respecte parce qu'il a une autorité, parce qu'on dit, lui, il est là pour nous, il s'est battu pour nous, il a fait venir des entreprises, il a fait ci, il a fait ça, donc, je veux dire, je le respecte. Il a une vraie autorité. Et ça fait partie des choses qui sont, peut-être, qui pourront faire sourire certains parce qu'on n'y croit pas, mais aujourd'hui, c'est la plaie, aujourd'hui, encore une fois, du politique, de plein de dimensions, même de la police ou autre, c'est qu'il n'y a pas cette dimension qui fait qu'on a une réelle autorité. Encore une fois, je rappelle que cette autorité, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est quelque chose qui est reconnu par la population, qui dit, ces gens-là, je leur reconnais la capacité à vouloir être à notre service. Vraiment, ils se sont battus pour nous, donc je lui obéis, mais parce que je sais qu'il le fait pour mon bien. Voilà. Ça s'appelle le bien commun aussi, et ça, c'est ce qui manque, encore une fois, et là, je suis dur en le disant, mais ça manque à gauche comme à droite aujourd'hui, et c'est quelque chose que nous voulons faire de façon exemplaire à Vénissieux. Je crois réellement que l'équipe que nous avons réunie cette année encore, parce qu'en 2008 on était déjà dans cet esprit-là, cette équipe est à la fois compétente dans la diversité, mais elle est également dans cette volonté de service. Tout le monde sait au sein de l'équipe aujourd'hui qu'ils sont venus pour servir et que la politique est un service. Et c'est même le moteur de notre engagement, puisque je le répète, quand vous rendez un service à quelqu'un, vous avez de la joie dans le cœur. Imaginez quand vous rendez service à une ville entière, la joie qu'on peut avoir au fond de soi. Et ça, c'est le moteur, c'est la valorisation, c'est ce qui nous donne la volonté, la niaque, la volonté de servir, de faire grandir cette ville. C'est parce qu'on sait qu'on peut faire du bien et qu'on pourra se coucher fier de nous le soir, chaque soir. On aura fait quelque chose pour faire grandir cette ville, faire grandir des personnes. Et ça, c'est le cœur de l'action politique, c'est le cœur de ce que l'on va faire et qui doit s'appliquer, bien sûr, à la sécurité, mais à tout le reste. Et c'est ce qui donnera en même temps cette autorité.